que me dieron estaban los datos y la firma de Miguel. Lo tienen que localizar, oficial. Mira, escúchame tú. Me voy a poner en función ahora mismo de un abogado. Y tranquilo que todo tiene solución. No pasa nada, lo que no me parece algo imprescindible, lo más importante. Cuando trabajando como un perro aquí, es que tú te das los gustos que te das. Parecía una extraña en la casa. No se llevaba bien nunca con Eunice y mucho menos. Hermano, ¿para qué me sirve la quemadera esa? Algo tienes que estudiar, Joey. No puedes tener solamente el fútbol. Pero que a mí no me interesa nada. No tienen que estar haciendo tanta cola para los aparatos. Eso también tiene su parte positiva. Pero ya para eso le di la solución. Bueno, tú eres que sabes, yo eso no sé. Bueno, ahí sí vamos a tener que usar el espacio común. Gato, yo traigo a Claribel el día que tú te quedes aquí 2 días seguidos. Nada, verte con otra persona ahí. ¿Y por qué tuvo que llegar antes de tiempo? Thomas s'immobilisa au bord de la falaise. Et si la disparition de son père n'avait jamais été un accident, mais le premier mouvement d'un plan préparé depuis des décennies? Avant de commencer cette histoire, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Êtes-vous en France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou dans un autre pays? Nous serions ravis de vous lire. Le vent balayait les rues du petit village côtier de Port-des-Brumes lorsque Thomas Valmont descendit de sa voiture. 15 années s'étaient écoulées depuis son dernier passage dans cette ville. 15 années durant lesquelles il avait tenté d'effacer les souvenirs d'une nuit qui avait détruit sa famille. Selon le rapport officiel, son père, Jacques Valmont, avait disparu en mer au cours d'une tempête exceptionnelle. Les recherches avaient duré plusieurs semaines avant d'être abandonnées. Aucun corps n'avait jamais été retrouvé. Peu à peu, chacun avait appris à vivre avec cette absence. Chacun, sauf Thomas. 3 jours auparavant, il avait reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur ne se trouvait qu'une photographie ancienne montrant son père debout devant un vieux phare, accompagné de 3 personnes dont les visages avaient été volontairement rayés à l'encre noire. Au dos de la photographie, une phrase avait été écrite d'une main tremblante. « Ils ont menti à tout le monde. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Ces quelques mots avaient suffi à faire ressurgir toutes les questions qu'il croyait enterrées. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de silence? En traversant le village, Thomas remarqua immédiatement que plusieurs habitants interrompaient leur conversation lorsqu'ils passaient devant eux. Certains baissaient les yeux. D'autres semblaient le reconnaître sans oser lui adresser la parole. Cette atmosphère étrange lui donna la sensation que son retour n'était une surprise pour personne. Comme si quelqu'un l'attendait depuis longtemps. Avant de rejoindre l'ancienne villa familiale, Thomas décida de s'arrêter dans le petit café qui faisait autrefois face au port. Rien n'avait changé. Les vieilles tables en bois, les photographies de pêcheurs accrochées au mur, le bruit des vagues derrière les vitres. Derrière le comptoir, une femme d'une 60aine d'années leva les yeux en le voyant entrer. Son visage se figea. « Thomas. » Il resta surpris. « Vous me connaissez ?» La femme esquissa un sourire mélancolique. Je t'ai vu grandir. Ton père venait ici tous les matins. Elle hésita quelques secondes avant d'ajouter plus discrètement. Il disait souvent qu'un jour tu reviendrais, même si lui n'était plus là pour t'accueillir. Thomas sentit un frisson lui parcourir le dos. Il disait ça avant sa disparition? La femme acquiesça lentement, puis elle regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne les écoutait. Il avait peur, pas pour lui, pour toi. Avant que Thomas puisse poser une autre question, la porte du café s'ouvrit brusquement. Un homme entra, jeta un rapide coup d'œil dans leur direction, puis ressortit presque aussitôt. La vieille serveuse pâlit. « Tu dois partir, tout de suite. » Elle glissa discrètement une vieille clé en cuivre sur le comptoir. « Ton père m'a demandé de te remettre ceci, seulement si tu revenais un jour. » Thomas prit la clé, complètement déconcerté. Elle portait un petit symbole gravé, une rose des vents entourée d'un cercle. Le même emblème figurait discrètement dans un coin de la photographie anonyme. En quittant le café, Thomas remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient teintées. Impossible de distinguer le conducteur. Pourtant,
Il eut la désagréable impression d'être observé. Il monta rapidement dans son véhicule et prit la direction de la villa familiale. En arrivant devant la propriété, un détail attira immédiatement son attention. Le portail était fermé par une lourde chaîne rouillée, mais les traces de pneus sur le gravier étaient récentes. Quelqu'un était venu, très récemment. Thomas contourna la clôture et pénétra dans le jardin envahi par les herbes hautes. En s'approchant de la maison, il aperçut une lumière vacillante derrière une fenêtre du rez-de-chaussée. Pourtant, l'électricité avait été coupée depuis des années. Le cœur battant, il poussa lentement la porte d'entrée. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. Une unique lampe à pétrole éclairait le vieux salon. Sur la table reposait un carnet soigneusement fermé. À côté, une tasse de café encore tiède. Quelqu'un se trouvait dans cette maison quelques minutes auparavant. Thomas s'approcha du carnet. Sur la couverture, une seule inscription. Pour Thomas. À n'ouvrir que lorsque tu seras prêt à remettre en question tout ce que tu crois savoir. Au moment où il tendit la main pour l'ouvrir, un craquement retentit à l'étage. Des pas, lents, réguliers. Quelqu'un marchait au-dessus de sa tête. Thomas leva lentement les yeux vers l'escalier plongé dans l'obscurité. Puis une voix calme descendit du premier étage. « Tu as mis plus de temps que prévu, mais je savais que tu finirais par revenir. » Thomas sentit son souffle se couper. La voix qui venait de l'étage n'était ni menaçante ni pressée. Elle semblait au contraire empreinte d'une étrange sérénité, comme si son propriétaire attendait cette rencontre depuis de longues années. Sans quitter l'escalier des yeux, Thomas répondit d'une voix ferme. « Qui êtes-vous » Quelques secondes s'écoulèrent, puis une silhouette apparut lentement dans la pénombre. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage marqué par le temps. Ses cheveux gris tombaient légèrement sur son front, et son regard exprimait une fatigue profonde plus qu'une quelconque hostilité. Il s'arrêta à mi-hauteur de l'escalier. « Je m'appelle Antoine Rivière. » Ce nom fit immédiatement réagir Thomas. Il l'avait déjà entendu. Pas dans les journaux, pas dans les rapports de police, mais dans les souvenirs de son enfance. Antoine était le meilleur ami de son père. Du jour au lendemain, il avait disparu de la ville quelques semaines après la prétendue mort de Jacques Valmont. Thomas monta lentement quelques marches. « Tout le monde disait que vous aviez quitté le pays. » Antoine esquissa un sourire amer. « C'est exactement ce qu'on voulait que tu crois. » Le silence retomba. Thomas sentit monter une colère longtemps enfouie. « Si vous connaissiez mon père, pourquoi avoir attendu 15 ans avant de revenir? Pourquoi personne ne m'a jamais rien expliqué ?» Antoine baissa les yeux. « Parce que ton père me l'a demandé, et parce qu'il savait que certains secrets étaient plus dangereux que les mensonges. » Thomas serra les poings. Cette réponse ne lui suffisait plus. Depuis son arrivée, chacun semblait lui parler par énigme. Il voulait enfin des réponses. Antoine descendit les dernières marches et s'approcha de la table. Il posa doucement sa main sur le carnet. « Avant de l'ouvrir, tu dois comprendre une chose. Ce livre ne contient pas la vérité. Il contient seulement le début de la vérité. » Quelle différence! Antoine observa longuement la vieille lampe à pétrole. La vérité est faite de plusieurs versions. Celui qui n'écoute qu'un seul récit finit toujours par croire aux mensonges. Ces mots troublèrent profondément Thomas. Au même moment, à quelques rues de la villa, la voiture noire était toujours stationnée devant le café. À l'intérieur, 2 hommes observaient discrètement la propriété à l'aide d'un appareil photographique. L'un d'eux décrocha son téléphone. Il est avec Antoine. Une voix grave répondit presque aussitôt. « Laissez-les parler. » Mais dès qu'Antoine évoquera le dossier Horizon, intervenez. L'appel prit fin. Le conducteur rangea calmement son téléphone. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Dans la villa, Antoine ouvrit enfin le carnet. La première page était entièrement vierge. Thomas fronça les sourcils. Il n'y a rien. Antoine approcha alors le carnet de la flamme de la lampe. Progressivement, des lignes d'écriture apparurent sur le papier. De l'encre invisible. Thomas resta stupéfait. Les premières phrases étaient signées de la main de son père. « Si tu lis ces mots, c'est que le plan n'a pas fonctionné comme je l'espérais. Ne cherche pas celui qui m'a fait disparaître. Cherche plutôt celui qui avait intérêt à ce que je revienne. »
Thomas relut la phrase plusieurs fois. Quelqu'un voulait donc le retour de Jacques. Pourquoi? Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, Antoine referma brusquement le carnet. Son visage venait de changer. Il regardait fixement par la fenêtre. Ils sont déjà là. Thomas se retourna. Au loin, entre les arbres du jardin, plusieurs silhouettes venaient d'apparaître. Elles ne tentaient pas de se cacher. Elles avançaient lentement vers la maison. Toutes portaient un long imperméable sombre. Aucune ne parlait. Claire, qui venait d'arriver devant la villa après avoir suivi Thomas depuis le café, aperçut elle aussi les inconnus. Elle se gara discrètement à quelques dizaines de mètres. En observant la scène avec son appareil photo, elle remarqua un détail étrange. Les hommes ne regardaient jamais la maison. Leurs yeux restaient fixés sur les fenêtres du premier étage, comme s'ils savaient exactement où se trouvait Antoine. À l'intérieur, Antoine ouvrit rapidement un tiroir dissimulé dans la bibliothèque. Il en sortit une vieille montre à gousset. « Ton père m'a demandé de te remettre ceci le jour où il reviendrait. » Thomas prit délicatement la montre. En l'ouvrant, il découvrit une photographie minuscule cachée sous le mécanisme. On y voyait Jacques Valmont, beaucoup plus jeune, aux côtés d'un homme inconnu portant un uniforme de marin. Au dos, une seule inscription. Le premier mensonge a commencé au phare blanc. Thomas leva immédiatement les yeux. Qu'est-ce que le phare blanc? Antoine inspira profondément. Il semblait sur le point de répondre. Mais soudain, une pierre traversa la fenêtre dans un fracas assourdissant. La lampe à pétrole s'éteignit en tombant au sol. La villa fut plongée dans l'obscurité. À l'extérieur, les silhouettes cessèrent d'avancer, comme si ce geste n'était qu'un signal. Puis une voix résonna dans le jardin. « Antoine, cette fois, il est trop tard pour protéger le passé. » Thomas sentit la montre se refermer dans sa main. Pour la première fois, il comprit que cette nuit ne marquerait pas seulement le début de son enquête. Elle allait aussi décider de ceux qui survivraient assez longtemps pour raconter la vérité. Le silence envahit la maison pendant plusieurs secondes. Thomas resta immobile au pied de l'escalier, incapable de détacher son regard de l'obscurité du premier étage. Son instinct lui criait de quitter immédiatement cette villa, mais quelque chose de plus fort le retenait. Après 15 années passées à chercher des réponses, il refusait de repartir sans comprendre pourquoi son père semblait avoir préparé son retour. La silhouette descendit lentement les marches. À mesure qu'elle approchait de la lumière, Thomas distingua le visage d'un homme marqué par les années. Son regard semblait porter le poids d'un secret trop longtemps gardé. « Tu ne me reconnais sûrement pas », dit-il calmement. Thomas secoua la tête. L'homme s'arrêta devant la vieille lampe à pétrole. « Je m'appelle Antoine Rivière. Avant ta naissance, ton père et moi étions inséparables. Nous avons grandi ensemble, travaillé ensemble, et commis une erreur que je regrette encore aujourd'hui. » Le visage de Thomas se durcit. « Alors dites-moi une seule chose. Mon père est-il vraiment mort ?» Antoine baissa les yeux. Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La voiture noire était toujours stationnée de l'autre côté de la rue. Cette fois, 2 hommes venaient d'en descendre. Ils ne tentaient même plus de cacher leur présence. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », murmura Antoine. Thomas sentit la tension monter. Depuis son arrivée à Port-des-Brumes, tout le monde semblait davantage préoccupé par ceux qui les observaient que par les réponses qu'il était venu chercher. Antoine ouvrit lentement le carnet posé sur la table. À la surprise de Thomas, les premières pages étaient entièrement blanches. Puis Antoine approcha le carnet de la flamme de la lampe. Peu à peu, une écriture brunâtre apparut. Thomas retint son souffle. Il reconnut immédiatement l'écriture de son père. La première phrase le bouleversa. « Si Antoine te montre ce carnet, c'est que nous avons déjà perdu plus de temps que prévu. » Thomas continua de lire. « Tu as certainement grandi en pensant que je t'avais abandonné. C'était le seul moyen de te protéger. Ceux qui me poursuivaient ne cherchaient pas un homme. Ils cherchaient ce que je refusais de leur remettre. » Thomas leva brusquement la tête. De quoi parle-t-il? Antoine referma aussitôt le carnet.
Pas d'un objet, d'une information. Une information capable de détruire plusieurs familles influentes de cette région. À cet instant, un bruit de moteur résonna devant la villa. Les deux hommes observèrent discrètement à travers les rideaux. Une seconde voiture venait d'arriver, puis une troisième. Claire Dumas, qui surveillait la maison depuis plusieurs minutes à distance, sentit immédiatement que quelque chose changeait. Les véhicules ne portaient aucun logo. Les conducteurs ne parlaient pas. Ils se contentaient de prendre position autour de la propriété, comme s'ils attendaient un ordre précis. Claire sortit discrètement son appareil photo. En zoomant sur l'un des hommes, elle remarqua un détail qui la glaça. Tous portaient de la même chevalière. Une rose des vents gravée dans un cercle. Exactement le symbole qui figurait sur la clé remise à Thomas. « Ce n'est pas possible », souffla-t-elle. Pendant ce temps, dans la villa, Antoine venait d'ouvrir un vieux meuble en chêne. Il en sortit une boîte métallique soigneusement emballée dans un tissu. « Jacques m'a demandé de conserver ceci jusqu'au jour où tu reviendrais. » Thomas ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une vieille boussole en laiton. Elle semblait ordinaire. Pourtant, son aiguille ne pointait pas vers le nord. Elle indiquait constamment la même direction, vers les falaises. Antoine observa la réaction de Thomas. « Ton père disait toujours que cette boussole ne montre pas un endroit, mais une vérité. » Thomas fronça les sourcils. Comment une simple boussole pourrait-elle faire ça? Antoine esquissa un sourire triste. Parce qu'elle a été fabriquée pour retrouver ce qui n'apparaît sur aucune carte. Avant qu'il ne puisse poursuivre, un violent coup résonna contre la porte d'entrée. Un seul, puis un deuxième, et enfin un troisième, toujours au même rythme. Antoine pâlit immédiatement. Ils connaissent ce signal. Thomas s'approcha instinctivement de la porte, mais Antoine le retint par le bras. N'ouvre surtout pas, ils ne sont pas venus pour parler. Au même moment, Claire reçut un appel sur son téléphone. Numéro masqué. Après une courte hésitation, elle décrocha. Une voix grave prononça seulement quelques mots. Si Thomas reste encore 5 minutes dans cette maison, il ne découvrira jamais pourquoi Jacques a disparu. La communication fut immédiatement coupée. Claire releva les yeux vers la villa. Les hommes commençaient lentement à avancer. Mais ce qui l'inquiéta davantage fut un autre détail. Personne ne regardait la porte d'entrée. Tous fixaient la vieille cheminée située sur le côté de la maison, comme s'ils savaient qu'il existait une autre sortie, ou une autre entrée. À l'intérieur, Thomas suivit instinctivement leurs regards à travers la fenêtre. Puis il observa la cheminée. Son père répétait souvent lorsqu'il était enfant une phrase qu'il n'avait jamais comprise. Les vieilles maisons ne protègent pas leurs secrets avec des serrures, mais avec les souvenirs de ceux qui les ont construites. Pour la première fois depuis son retour, Thomas eut l'intuition que la véritable réponse ne se trouvait peut-être pas dans le carnet, mais quelque part à l'intérieur même de cette vieille demeure. Pour la première fois depuis son retour à Bellerive, Julien eut l'impression que le silence était encore plus inquiétant que la tempête. Le vieux manoir semblait observer chacun de ses mouvements. La voix mystérieuse entendue quelques minutes plus tôt continuait de résonner dans son esprit. Cette fois, il est trop tard pour repartir. Pourtant, lorsqu'il ralluma sa lampe, le couloir du sous-sol était vide. Aucune silhouette, aucun bruit. Seulement cette lourde porte métallique portant l'inscription « Salle des archives, accès réservé aux veilleurs ». Julien sentit son téléphone vibrer. Cette fois, aucun appel. Seulement un message anonyme. Si vous voulez comprendre ce qui est arrivé à votre père, ne perdez plus de temps avec la porte. Regardez le plafond. Il leva instinctivement la lampe. Au-dessus de lui, les poutres paraissaient ordinaires. Puis il remarqua une fine ligne parfaitement droite traversant les vieilles pierres. Un mécanisme. Avec prudence, il grimpa sur une ancienne étagère et poussa légèrement une poutre. Un léger déclic résonna. Toute une partie du plafond glissa silencieusement sur le côté.
Une échelle escamotable descendit lentement. Julien resta figé. Depuis toutes ces années, tout le monde cherchait un passage derrière cette porte blindée, alors que la véritable entrée se trouvait au-dessus de leur tête. Il gravit les barreaux avec précaution. La pièce cachée était beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Des centaines de boîtes d'archives occupaient les murs. Mais ce qui attira immédiatement son attention n'étaient ni les dossiers ni les cartes. Au centre de la salle se trouvait une immense maquette de Bellerive. Chaque rue, chaque maison, chaque bâtiment public. Tout était reproduit avec une précision extraordinaire. De minuscules lampes rouges étaient allumées sur certains endroits. Julien s'approcha. En observant les emplacements, il comprit qu'il ne s'agissait pas de lieux choisis au hasard. Toutes les lumières correspondaient à des bâtiments abandonnés. Le vieux phare, l'ancien observatoire, le tribunal, la gare désaffectée et le manoir où il se trouvait. Quelqu'un surveillait ces lieux depuis longtemps, très longtemps. À quelques kilomètres de là, dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble moderne, une femme suivait plusieurs écrans de surveillance. Son téléphone vibra. Il est entré dans la salle supérieure. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit calmement. Plus vite que prévu. Son interlocuteur hésita. Devons-nous intervenir ? La femme observa une photographie ancienne posée sur son bureau. On y voyait Julien l'enfant aux côtés de son père. Elle murmura presque pour elle-même. Non, pas encore. Il doit découvrir la première erreur de son père avant d'apprendre la vérité. Elle raccrocha. Pendant ce temps, Julien continuait d'explorer la pièce. Au fond de la salle, une armoire métallique portait une inscription inhabituelle. Dossier fermé, ne jamais ouvrir en présence d'un tiers. Curieux, il tira doucement l'un des tiroirs. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers classés par ordre alphabétique. Chaque dossier portait un nom et une photographie. En parcourant rapidement les premiers classeurs, Julien sentit son cœur accélérer. Toutes ces personnes avaient un point commun. Elles avaient officiellement disparu. Certaines depuis 5 ans, d'autres depuis 20 ans, d'autres encore depuis près d'un demi-siècle. Pourtant, à côté de plusieurs photographies figurait un tampon vert. Actif. Julien resta figé. Comment une personne officiellement décédée pouvait-elle être considérée comme active ? Soudain, un dossier attira son attention. Armand, Jacques. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. La première page contenait uniquement une photographie récente. Très récente. Son père. Debout, devant une maison inconnue. La date inscrite au bas de l'image indiquait « Il y a seulement 3 semaines ». Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus une théorie. Ce n'était plus une simple intuition. Quelqu'un avait vu son père vivant, très récemment. Avant qu'il puisse tourner la page suivante, toutes les lumières de la salle s'éteignirent brusquement. L'obscurité fut totale. Puis une voix féminine résonna dans les haut-parleurs dissimulés dans les murs. « Julien, si tu peux entendre ceci, c'est que tu viens de franchir une limite que personne n'avait franchie avant toi. À partir de maintenant, tu ne cherches plus seulement ton père. Tu cherches la raison pour laquelle il a accepté de disparaître. Et crois-moi, ces 2 réponses sont très différentes. » La voix se coupa. Un lourd verrou métallique se referma quelque part dans le bâtiment. Puis un écran s'alluma lentement au fond de la pièce. Une seule image apparut. Une horloge. Elle affichait un compte à rebours. C'est 2 heures et aucune explication. Seulement un nouveau message. Retrouvez Jacques Armand avant la fin du compte à rebours, ou vous ne connaîtrez jamais la vérité. Julien resta immobile devant l'écran lumineux. Plus les secondes défilaient, plus il comprenait que quelqu'un avait soigneusement préparé chaque étape de son retour. Ce n'était pas une découverte improvisée. C'était un parcours conçu depuis longtemps,
comme si l'on avait attendu le moment précis où il franchirait cette pièce secrète. La salle demeurait plongée dans une étrange pénombre. Seule la lumière bleutée du chronomètre éclairait les rangées d'archives. Les dossiers semblaient désormais moins importants que cette échéance mystérieuse. Pourquoi 2 heures? Pourquoi pas un jour? Ou une semaine? Julien reprit le dossier de son père et tourna enfin la seconde page. Cette fois, il ne trouva ni rapport officiel ni photographie. Seulement une carte postale jaunie. Elle représentait une petite gare construite au bord d'un lac, à près de 200 km de Belle-Rive. Au dos figurait une date. 14 octobre. Puis une phrase écrite de la main de Jacques Armand. Si quelqu'un te montre cette carte avant que tu ne la trouves toi-même, c'est que le plan a échoué. Julien fronça les sourcils. Cette date correspondait exactement au lendemain. Le compte à rebours devait donc s'achever quelques heures avant cet événement. Au même instant, un tiroir situé sous la table s'ouvrit automatiquement dans un léger cliquetis. À l'intérieur reposait une ancienne clé de consigne ferroviaire accompagnée d'un ticket. Consigne Ndej 27, gare de Saint-Laurent. Julien observa plusieurs secondes ces 2 objets. Quelqu'un voulait clairement l'envoyer vers cette gare. Mais s'agissait-il d'une piste ou d'un piège? Pendant ce temps, dans un immeuble discret du centre-ville, la femme qui surveillait les écrans reçut une nouvelle alerte. L'un des points lumineux de la maquette venait de changer de couleur. Rouge, puis orange. Elle sourit faiblement. Il a trouvé la clé. Son assistant leva les yeux. Devons-nous prévenir les autres? Elle secoua lentement la tête. Pas encore. Plus Julien avancera seul, plus il sera difficile de lui mentir. Et s'il découvre le dossier Sigma? Pour la première fois, son visage perdit toute expression. Alors plus personne ne pourra arrêter ce qui va suivre. Au manoir, Julien s'apprêtait à quitter la salle lorsqu'il remarqua une petite photographie glissée entre 2 dossiers. Elle semblait avoir été oubliée. On y voyait 5 personnes devant la gare de Saint-Laurent. 4 visages étaient parfaitement visibles. Le 5e avait été soigneusement découpé, comme si quelqu'un avait voulu effacer cette personne de tous les souvenirs. En agrandissant l'image avec son téléphone, Julien distingua un détail presque invisible. Sur le quai, une vieille horloge indiquait exactement la même heure que le compte à rebours affiché sur l'écran. Ce n'était plus une coïncidence. La gare représentait la prochaine étape. Mais avant même qu'il puisse ranger la photographie, une sirène discrète retentit dans la pièce. Toutes les lampes rouges de la maquette s'éteignirent. Une seule resta allumée. La gare de Saint-Laurent. Quelques secondes plus tard, un message apparut sur l'écran principal. Premier témoin localisé. Temps restant. 1h 47 minutes. Julien sentit son cœur accélérer. Il n'était donc pas seul à chercher son père. Quelqu'un d'autre venait de retrouver une personne liée à cette affaire. Et s'il lui arrivait trop tard? Le seul témoin encore vivant risquait de disparaître avant qu'il puisse lui parler. Sans perdre une seconde, Julien referma le dossier, saisit la clé de consigne et quitta précipitamment la salle secrète. Il ignorait encore que le véritable danger ne l'attendait pas dans cette gare. Il montait déjà les marches du manoir, dans son dos.